Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cet accident survenu sur la route d'Ungaï ce samedi. Un mort enregistré et des blessés. Un bus a violemment percuté un véhicule, tuant le chauffeur sur le coup. La campagne électorale qui bat son plein. Beaucoup de coalitions au sud-est du pays entre hier et aujourd'hui. Nous ferons le point dans ce 20h. La menace de l'intelligence artificielle sur les médias, le défi est immense. Le Sénégal tente de rattraper son retard. On en parle également dans cette édition. Et puis l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de basketball. Les acteurs déplorent le faible budget alloué au développement de la discipline. Ils veulent une hausse de la subvention. On en parle dans la page des sports. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Un mort et des blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la route survenu à Ngaï ce samedi. Un bus a violemment percuté un véhicule de marque Citroën. Le chauffeur a rendu l'âme. Les détails dans cette correspondance signée Chirante Diop et c'est la tire. Beaucoup de sang et un mort encore sur l'axe Pire-Mekhe. Un accident grave est survenu à hauteur du village de Tiakhléou. Un bus qui roulait à vive allure a percuté un véhicule marque Citroën C5. Le véhicule a heurté un arbre en pleine course. Le chauffeur du Citroën est décédé sur le coup. 3 hommes et 2 femmes sont gravement blessés. Ils ont été évacués au district sanitaire de Mekhe par les sapeurs-pompiers de la localité. Parmi les blessés, l'on nous signale qu'un homme se trouve entre la vie et la mort. Cet axe Ngaï-Mekhe Pire, on a dénombré 5 morts dans moins de 2 mois. Chirante Diop, nous parlons politique à présent avec la campagne électorale qui bat son plein. Les membres de la coalition Samos Kado étaient à Kolda. Ils veulent une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Tierno Bokoum, leur porte-parole d'hier que je vous propose d'écouter, il est au micro d'Abdoulaye Diallo. Coalition Sàmm Sa Kàddu weltanima on Kolda on jarama. Kolda, la coalition Sàmm Sa Kàddu est fière de vous. Région de dignité, d'honneur et de paix. La coalition Sàmm Sa Kàddu ñu ngi leen di nuyu. La coalition Sàmm Sa Kàddu réitère ses salutations envers tous les Koldois, sans oublier nos investis que sont Abdoulaye Diallo et Khadijatou Baldé. Waa Kolda ginnaaw ba ñu leen tànnalee seeni mbokk. Population de Kolda, après vous avoir laissé faire votre choix sur les fils du terroir comme vos candidats, n'ayez aucun doute que nous savons parfaitement ce dont vous souffrez. Nous avons écouté tous les orateurs et toutes leurs doléances, nous les avons enregistrées dans notre grand livre et au bon moment, nous allons défendre ces doléances car nous savons que Kolda est une localité qui mérite d'être soutenue. Damay wax bëgg ko leeral taxawaay bu ñu nar a am Assemblée nationale ci ñaari fànn lay doon. Benn bu njëkk bi mooy dinañ taxawaayu député du peuple représenter le peuple sénégalais. Mais n'oubliez pas qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il peut y avoir deux postures, celle d'un député du peuple, c'est-à-dire celui qui défend les intérêts des populations, mais aussi nous devons être dans la posture d'un cohabitant avec les nouvelles autorités pour mieux défendre vos intérêts. C'est pourquoi nous ne cherchons pas à être ni premier, ni deuxième, ni troisième, mais nous voulons une majorité à l'Assemblée nationale. Majorité à l'Assemblée nationale.
Le meeting de PASTEF dans la région de Ziguinchor a été l'occasion choisie par la tête de liste nationale de ce parti de remettre en question la loi d'amnistie votée sous le président Macky Sall. Ousmane Sonko a également révélé que le président Diomaye Faye et son gouvernement travaillent à la résolution définitive de la crise casamançaise. On voit cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La tête de liste nationale du parti PASTEF a promis que si les Sénégalais leur confiaient la majorité à l'Assemblée nationale, l'un des premiers actes qu'ils poseraient serait l'abrogation de la loi d'amnistie adoptée sous le régime du président Macky Sall. Après avoir conquis une majorité écrasante Assemblée nationale, bokk na ci ñi njëkk a voté wala bokk na ci ñi voté mooy de retirer la loi d'amnistie. Impunité mënul am te bu dee dans une société les gens mën nañu làqatu ci gannaaw état pour utiliser les moyens d'état pour comploter contre les gens, pour tirer sur les gens, pour tuer des manifestants désarmés. Ñu pare na loolu yëpp nañ ko effacer comme si ça n'avait jamais existé. Loolu yàgg dina xewaat ci dëkk bi. Une loi d'amnistie qui crée l'impunité pour des assassins, ñun d'accord ñu ci. Le président du PASTEF est également revenu sur la gestion en cours de la crise en Casamance, révélant que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement travaillaient déjà à la résolution définitive de celle-ci. La paix n'est pas encore définitive en Casamance. Tant qu'il y aura des groupes, nous tuuti, qui ont encore des armes et qui sont dans telle ou telle portion du territoire ou dans les pays environnants, la paix n'est pas acquise. La paix, mooy képp ku yoroon ngànnaay ñu waxtaan ak yow ba nga génn déposer ko dans un consensus boo xam ne y a ni vainqueur ni vaincu. Nous sommes en train de travailler à ça avec le président Diomaye. Dafa am loo xam ne boo koy liggéey doo ko wax ci kaw, mais on y travaille et la réceptivité est parfaite des deux côtés. Ousmane Sonko s'est prononcé sur plusieurs autres sujets, annonçant l'interdiction au Sénégal du livre faisant état, je cite, d'une idée de la Casamance autonome. Fin de citation. Justement, la réaction d'Ousmane Sonko à propos de ce livre de l'historienne française Séverine Avenongo d'Alberto, intitulé L'idée de la Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal. Pour le leader de PASTEF, par ailleurs chef du gouvernement, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Ce livre donc ne sera ni autorisé ni commercialisé. Je vous propose de l'écouter. Yéen ñëpp dégg ngeen temps yi un livre bu ñu bind ñu ne c'est une Française qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaye. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance, mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy, en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. C'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que nous n'avons
des gens de Djogé Fele avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ces exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Thiaroye 44. Mais soxlawuñu des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Thierno Alassane Sall, tête de liste de Sénégal Kessé, a sillonné le Pakao, Oudokar, Koussi, Sédiou, Bambali, entre autres Diredi. Il a dénoncé le coût trop élevé, dit-il, de l'électricité. Je vous propose de l'écouter au micro de Bakary Konté. Comment pouvez-vous imaginer au XXIe siècle qu'on continue à importer un pays où il y a partout des manguiers, autour de nous il y a partout des manguiers, dans la brousse il y a partout des manguiers. On continue à importer des jus de mangue, des jus de fruits d'un pays qui ne produit pas de mangue, le Dubaï. Les mangues quittent ici, vont à Dubaï, sont transformés là-bas, reviennent. Ils sont quand même compétitifs en termes de jus de fruits. Pourquoi? Parce que notre électricité est très chère. Il faudra qu'on s'attaque à la question du coût de l'électricité en revoyant, en auditant en profondeur tous les contrats d'achat d'énergie, parce que si on nous dit que ce sera seulement en 2050 que notre électricité va coûter à moins de 60 francs, mais c'est épouvantable, parce que déjà il y a des pays où l'électricité en Afrique coûte 20 francs le kilowattheure, l'Éthiopie. 20 francs. Comment peut-on être compétitif? Il sera toujours plus facile d'amener nos mangues ou nos produits, les transformer en Éthiopie où la main-d'œuvre coûte moins cher, l'électricité coûte moins cher, déjà 20 francs le kilowattheure. Et vous connaissez l'affaire du barrage. Parce qu'ils ont eu l'audace de faire le barrage envers et contre l'Égypte et le Soudan. Nous n'avons pas l'audace de faire des barrages sur le fleuve, sur l'ensemble des petits fleuves du Sénégal pour pouvoir faire des retenues d'eau. Au contraire, ces eaux-là vont, pendant la saison des pluies, aller balayer nos bananeraies. Puis le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a conclu une visite officielle de 2 jours en République de Turquie, marquée par d'importants accords de coopération et en forum économique. Le président de la République a rencontré son homologue Tayyip Recep Erdogan lors du premier jour de sa visite. Le jeudi 31 octobre, Erdogan a mis en avant le Sénégal comme étant partenaire clé de la Turquie en Afrique de l'Ouest. Les deux dirigeants ont signé un protocole pour un partenariat stratégique portant sur des domaines prioritaires tels que la sécurité, l'énergie et l'agriculture. Les échanges commerciaux entre les deux pays, rappelons-le, s'élèvent actuellement à 500 millions de dollars avec un objectif d'atteindre 1 milliard de dollars. Les investissements turcs au Sénégal sont estimés à 3 milliards de dollars. Je vais annoncer dans les titres de cette édition, alors que l'intelligence artificielle s'installe progressivement dans les médias du monde entier, y compris au Sénégal, des questions émergent sur l'avenir du journalisme. Entre la prolifération des deepfakes et l'absence de prise en compte des langues africaines, les défis sont nombreux, pourtant, avec des initiatives comme Afriquia et la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, le Sénégal tente de rattraper son retard pour bénéficier des opportunités de cette révolution technologique. C'est un sujet à signer Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue à votre journal télévisé du 31 mai 2024. Voici les principaux titres de l'actualité au Sénégal aujourd'hui. Bonsoir. La CAP a dénoncé les récentes actions contre les journalistes. Assalamu alaikum. Bonjour. Cette vidéo que vous voyez me montrant assis dans mon bureau n'est pas authentique. Je suis là, dans mon jardin. Cet avatar est créé grâce aux outils de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez, on peut rester n'importe où, enregistrer sa voix et laisser un avatar qui nous est identique parler à notre place. Ben avatar bo xamanteni dafa nirok yow ak lo munti def à chaque fois mom mo lay waxal. Cette situation soulève une question majeure. À l'avenir, les robots ou avatars remplaceront-ils les journalistes? Quels seraient les avantages et les risques d'une telle évolution? On peut aller prendre un joli mannequin et une personne qui a une belle voix et ensuite créer un avatar. Maintenant, lors des journaux télévisés, le journaliste n'a qu'à écrire son texte et c'est cet avatar qui va se charger de la présentation. Et ce sera facile parce qu'on n'enregistre qu'une seule fois.
Mais aussi, c'est dangereux pour le métier du journalisme. Les techniciens également sont menacés parce qu'on n'aura plus besoin de studio. Processus pour faire un journal télévisé. Puisque ben yon ngay enregistrer studio, mais yen doto len soxlo studio. Aujourd'hui, de nombreux médias à travers le monde intègrent l'intelligence artificielle dans leur travail quotidien. Au Sénégal, une étude réalisée par le directeur du CESTI Mamadou Ndiaye, Ibrahim Benjamin Diagne et Moussa Diop révèle que 69% des journalistes ont utilisé l'intelligence artificielle dans leur travail, tandis que 31% affirment ne l'avoir jamais utilisée. Cependant, l'étude montre que même ces derniers l'utilisent sans le savoir, via les logiciels ou les applications qu'ils manipulent. De l'autre, on peut l'utiliser également pour lutter contre la désinformation parce que avec Google, par exemple Lens, mais aussi avec Yandex, avec Tunai, entre autres outils, on peut toujours vérifier par images inversées pour voir si telle photo, tel contenu a été modifié, altéré. Mais le journaliste en tant que tel, le journalisme en tant que tel ne va pas disparaître avec l'intelligence artificielle. Au contraire, son travail va justement s'accentuer, va en tout cas se faciliter, en tout cas pour ceux qui évoluent dans ce monde-là. C'est quelque chose qui va en tout cas apporter une nouveauté dans la façon de traiter et de proposer l'information. Cette technologie comporte également des dangers, notamment le phénomène des deepfakes. Ces derniers peuvent induire en erreur l'opinion publique lorsqu'ils sont utilisés pour diffuser de fausses informations. Une autre question se pose. Comment les journalistes peuvent-ils utiliser l'IA de manière responsable? Mais aussi, l'intelligence artificielle est-elle compatible avec l'éthique journalistique? Alors, vous savez, avec la charte de Munich, il est interdit d'altérer un document. Alors, c'est pourquoi, avec l'usage de l'intelligence artificielle, il faudrait justement qu'on fasse un peu attention pour modifier de manière subséquente, de manière donc aiguë, certains documents, certaines images. On ne peut pas altérer une image avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le 17 septembre dernier, Ibrahim Silla, professeur à l'Université de Dakar, a officiellement lancé Afrikia, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Sa mission, rendre cette technologie accessible à tous et l'adapter aux réalités locales. Pour nous, c'est un défi de contribuer doucement à la résolution des problèmes. Et la stratégie pourra effectivement accompagner le développement de la start-up, notamment pour ce qui est de la production, encore une fois, de services et de solutions qui permettent aux différents acteurs de pouvoir répondre à des préoccupations au quotidien. Ces dernières semaines, une autre IA Made in Sénégal a vu le jour. Elle s'appelle Awa. Elle est entièrement conçue et développée par des talents sénégalais. Awa se distingue par sa capacité à intégrer les langues nationales, notamment le Wolof, ce qui la rend unique et particulièrement adaptée au contexte local. En janvier 2024, le Sénégal a lancé la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle pour permettre au pays d'être un leader régional de l'innovation technologique. Alors que les fausses nouvelles se multiplient, la question qui se pose est le contrôle des médias. Est-il possible face à la progression exponentielle des nouvelles technologies? Merci Abdoulaye Diop. Nous parlons de toute autre chose à présent. Dans la zone nord, l'utilisation abusive de bois est la cause principale du désert qui avance à grands pas. Des partenaires étrangers et sénégalais unissent leurs forces pour appeler les femmes de Fanaï dans le département de Podor à suivre d'autres stratégies pour cuisiner afin de préserver l'environnement. Plus de 1000 femmes ont bénéficié de cette formation. Ousseynou Diop. ci Fanaay jigéen ñi ak seeni ay partenaires di fecc ak di way ñoom nag dañu am mbégte ci ni nga xamante ni na leen génne ci guddi gi. jamono jëlee ak àll bi ni mu ñàkkee ay garab jafe-jafe lañ daan am ngir mën a taal ngir xeex àll bi na muy ñàkkee garab ñu daal leen di tàggat te nañuy taalee jamono jëlee. C'est pas la bonne version. Peut-être qu'on y reviendra avant la fin de ce journal.
Nous parlons sport, basketball avec l'Assemblée générale ordinaire d'information de deux rapports de l'année 2023-2024 adoptés par acclamation avec un budget de plus de 302 millions de francs CFA, un petit budget décrié par tous les dirigeants. Désormais, les fédéraux veulent parler de milliards pour le développement du basketball sénégalais. Selon eux, la subvention doit être revue à la hausse car tous les clubs ont des difficultés même pour les déplacements. Un reportage signé par Faraning et Ahmadouba. Financier et d'activité 2022-2023 adopté par l'Assemblée générale ordinaire d'information. La Fédération sénégalaise de basketball a fonctionné avec un budget de plus de 300 millions de non-francs et un déficit de plus de 2 millions. C'est l'adoption par acclamation des différents rapports qui ont été soumis à l'Assemblée générale. Le rapport d'activité, le rapport financier, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2023. Je pense que les clubs sont venus massivement. Il y a à peu près plus de 95 clubs sur 117 qui étaient là. Les rapports ont été adoptés sans difficulté. L'ambiance a été bonne. Des questions ont été posées, mais dans une bonne ambiance. Lors de cette rencontre, la question de la subvention était l'un des points soulevés par les dirigeants qui ont du mal parfois pour le déplacement. Ce qui a été aujourd'hui soulevé, c'est que les ligues n'ont pas suffisamment de moyens pour organiser des compétitions pour la petite catégorie. L'idée, c'est maintenant de faire en sorte que la fédération puisse accorder des subventions aux différentes ligues pour leur permettre d'organiser des compétitions. À l'heure, nous sommes en train de discuter avec un sponsor pour même cette année essayer de mettre une rubrique qui va concerner le naming du championnat. Et cette rubrique-là va engendrer un financement qui va peut-être être utilisé pour permettre à la fédération de subventionner les clubs, les ligues, afin de leur permettre d'exécuter leur mission. Pour le développement du basket et le budget maigre généré, la mise en place d'une commission de réflexion sur ce point. L'Assemblée a décidé de mettre en place une commission de réflexion qui aura en fait à également réfléchir sur le mode de financement du basket et toutes ces questions-là seront abordées. D'où l'intérêt d'une subvention étatique afin de pouvoir obtenir un budget de milliards comme vous. Plusieurs questions ont été soulevées, certaines posées à la tutelle qui promet d'apporter des réponses pour le développement du basketball sénégalais. La Fédération sénégalaise de basketball qui alerte sur un possible télescopage avec le judo à Dakar Arena du 21 au 24 novembre prochain. Le Sénégal, à cette date, accueille une fenêtre internationale pour les éliminatoires de l'Afrobasket. Suivons les explications de Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball, toujours au micro de Pape Faragning et Ahmadouba. Quand on a besoin de Dakar Arena, nous sommes une structure décentralisée de l'État, nous sommes délégataires de pouvoir de l'État. Nous savons tous que Dakar Arena a été construit grâce au basket et pour le basket. Je pense que c'est à la suite de notre victoire de 2015. Donc toutes les fois que nous avons besoin de la salle, on écrit au ministère des Sports pour lui demander de nous faire les diligences nécessaires auprès de la SOGIP, voilà, pour mettre le stade à notre disposition, ce que nous avons fait. Maintenant, je pense aussi que tout le monde savait que Dakar allait accueillir la fenêtre du mois de novembre depuis plusieurs mois. Ça aussi, c'est une évidence. Donc maintenant, moi, quand le problème s'est posé, je ne me suis pas adressé à la presse. J'ai pris mon téléphone pour appeler le directeur du cabinet du ministre des Sports pour s'enquérir de la situation. Donc il m'a dit qu'effectivement que le problème est en train d'être traité au niveau du ministère et qu'incessamment, la semaine prochaine, en principe, les deux fédérations seront invitées à la fédération en présence des autorités du ministère pour trouver une solution. Le Sénégal s'est engagé à organiser la fenêtre qualificative à l'Afrobasket. C'est une obligation qui nous incombe sous peine d'être sanctionné lourdement. Donc on va peut-être trouver, je sais qu'on va trouver une solution. Nous sommes tous... Parlons football avec la troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise. 3 résultats enregistrés ce samedi avec Dakar Sacré-Cœur qui perd sa place de leader suite à son revers à Rufisque face à Teungueth FC 3-0.
L'US Gorée à domicile enregistre aussi sa première défaite devant Walidane de Thiès sur le score de 3-2. Premier revers également pour Diamono de Fatick face au premier Oslo FA, vainqueur en but à 0. Cette troisième journée donc se poursuit dimanche avec 5 rencontres au programme, dont Casa Sport Génération Foot et le classique Linger Jaraaf de Dakar. La marche en allié sûr pour ma santé, c'est le thème choisi par l'association des retraités pour la 13e édition de sa randonnée pédestre organisée ce samedi. Une occasion saisie par son président Ababakar Mbaye pour rappeler l'utilité et les bienfaits de la marche pour le bien-être. Nous l'écoutons avec Chersadi Boudiara et Ahmadouba. Le meilleur médicament pour l'homme, c'est la marche. Parce que en prenant les médicaments traditionnels, c'est-à-dire en général, il y a des effets secondaires. Mais avec la marche, il n'y a pas de secondaire, il n'y a que de la bonne action. Il y a beaucoup de bonification là-dedans, quoi. C'est pourquoi nous avons choisi cette activité. Vous voyez la joie de nos membres. Et c'est ce que nous recherchons. Et chaque fois, ces activités, c'est un prétexte pour se retrouver. Avec les difficultés de la vie, les gens qui sont malades, on a de temps en temps, on ne peut pas se voir. Voilà. Mais ici, c'est pour se retrouver. L'activité professionnelle, il y a une vie après. C'est pourquoi nous sommes regroupés en association. Chaque année, on a un programme, par exemple, de conférences, de journées récréatives, de randonnées et maintenant de sorties annuelles. Et depuis 2011, nous le faisons. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Espagne avec les inondations, ces inondations qui ont fait beaucoup de morts. Le Premier ministre a annoncé des renforts pour venir en aide aux sinistrés. Nous irons également en Colombie avec la conférence de la COP16 biodiversité, les négociations sur le financement qui ont échoué. C'est avec Mamadou Gueye. Au moins 12 personnes ont été tuées dans l'ouest du Soudan. Elles ont reçu des tirs d'artillerie des paramilitaires des forces de soutien rapide. Il y a 5 autres blessés dans des bombardements des FSR ce samedi au nord de la ville de Koutoum, dans le nord de Darfour, a rapporté le comité de résistance local. Le groupe a dénoncé un massacre, ajoutant que les FSR ont fait prisonnier 3 personnes, dont un médecin. Les forces de soutien rapide ont également incendié une vingtaine de villages dans la même région, selon le gouverneur de la région de Darfour. Inondation en Espagne. D'importants renforts de l'armée et de la police sont déployés vers les zones sinistrées. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé ce samedi l'envoi de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans le sud-est de l'Espagne. Cette intervention a pour but de venir en aide aux sinistrés et aider à la recherche des disparus 4 jours après les inondations qui ont fait plus de 200 morts. COP16 biodiversité. Les négociations sur le financement ont échoué. La conférence de la COP16 biodiversité s'est terminée ce samedi 2 novembre à Cali, dans l'ouest de la Colombie. Mais aucun accord n'a été trouvé sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Les négociations ont été suspendues au matin par la présidente du sommet des Nations Unies, Susanna Mohammed, lorsqu'elle a constaté avoir perdu le quorum des délégués. Ce financement était censé assurer que les pays remplissent leurs engagements pris il y a 2 ans à Montréal pour sauver la nature. Et puis avant de clore cette édition, le chef de l'État de retour à Dakar après une visite officielle en Arabie Saoudite et en Turquie, le président Bassirou Diomaye Faye qui a réaffirmé son appel à une campagne électorale apaisée pour les législatives du 17 novembre prochain. Le chef de l'État a également exhorté les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de maturité. Je vous propose de l'écouter, des propos tenus en Wolof. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.